Jacques Bourignon, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour se souvenir de votre trajectoire longue et riche à l'Institut. Vous avez une très longue histoire en tant qu'étudiant, aussi en tant que personne qui a travaillé avec l'Institut, avec différents rôles à différents moments, et bien évidemment une très longue histoire avec le CICR, et pas que, avec d'autres organisations internationales à Genève. Je vous laisse immédiatement la parole, Jacques. L'Institut, pour moi, existait dans ma tête bien avant que j'y vienne. Je faisais ma licence en droit à Lausanne sans beaucoup m'intéresser au sujet. Je faisais plutôt des soirées ophingiennes et des théâtrales. C'était ça ma préoccupation principale. C'était avant 69. Il n'y avait pas tellement de séminaires. C'était du par cœur. Alors on étudiait pendant 6 mois et puis ensuite on faisait un peu la fête, franchement. Mais l'image de l'Institut m'attirait beaucoup à cause, en réalité, de trois grands noms qui étaient connus jusqu'à Lausanne, c'est tout dire. C'était Paul Guggenheim, d'abord, qui représentait une sorte de sommité juridique. Et le droit international public m'intéressait déjà. C'était bien sûr Jacques Frémont, un personnage au charisme très particulier. Et puis aussi Wilhelm Röpke, un grand économiste, aujourd'hui peut-être moins bien connu, mais qui était un nom qui ressortait. Et donc, je me réjouissais d'y venir. Quand j'y suis arrivé, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Frémont, qui m'a quasiment interviewé, dirais-je, et qui, très généreusement, m'a proposé d'avoir une chambre au pavillon pour la somme de 500 francs par mois, ce qui était très raisonnable. Le pavillon, c'était quelque chose d'assez merveilleux parce que c'était un début de campus, ce qui a longtemps manqué à l'Institut. Maintenant, il y a un vrai campus grâce à Burin, mais c'était un tout petit campus, je ne dirais pas pour une certaine élite, mais pour des gens choisis selon je ne sais pas très quels critères. On était finalement, il y avait 4 chambres dans 3 pavillons, on n'était que 12. Il y avait un grand inconvénient, c'est que c'était interdit aux filles, et on était très respectueux à cette époque de cette règle, mais c'était le début d'une vie de campus. Alors, en dehors de ça, sur le plan des études, je ne me souviens pas beaucoup de ce que j'ai appris pendant ces 2 ans, franchement. Mais il y a une chose qui m'a marqué et qui m'a été très utile plus tard dans ma vie professionnelle, c'est l'importance que Jacques Frémont accordait aux sources. Son leitmotiv, c'était aller aux sources. Ce n'est pas les compilations qui sont importantes, aller aux sources. Et de ce point de vue-là, j'ai eu la chance de faire sur son conseil une thèse de doctorat sur le CICR et les détenus politiques, où 99% de ma substance venait de sources du CICR, et en plus de sources non publiées, ce qui est une chance extraordinaire pour n'importe quelle thèse, qui trop souvent est une ressucée d'autres collections de citations. Là, c'était un terrain totalement vierge et j'ai pu produire quelque chose de totalement nouveau, si vous voulez. Cette insistance que Frémont avait pour les sources était couplée avec une exigence de connaissance du terrain. Et de ce point de vue-là, il nous avait organisé, à une demi-douzaine d'entre nous, un assez extraordinaire voyage qu'on disait d'études, mais qu'avec le recul, ou même sans le recul, j'appellerais de propagande. À la fin, c'est en 64, à la fin de l'empire colonial portugais, en Angola et au Mozambique.
un de nos étudiants, qui s'appelait Michel Nolke, avait un père qui avait été nazi et qui s'était exilé au Portugal. Je crois qu'il ne pouvait pas revenir en Allemagne avec tous les mouvements anti-nazis, mais qui servait de base de vacances à son fils. Et il se trouvait que Jacques Frémont connaissait bien le ministre d'Outre-mer de l'époque. Son nom m'échappe aujourd'hui, mais ça ne fait rien. Et on a été invités, une demi-douzaine d'entre nous. Il y avait des gens assez importants, comme Guy Hench, par exemple, qui est devenu un personnage assez connu aussi. Ladislas Miserovic, qui est devenu professeur par la suite, qui était peut-être le seul d'entre nous qui avait un œil suffisamment critique sur la situation. Et quelque part, quand j'y réfléchis, je me reproche d'avoir manqué d'un certain sens critique. Je parlais l'espagnol que j'avais appris aux États-Unis, et j'ai donc appris le portugais pour l'occasion, ce qui fait que j'étais un peu l'interprète du groupe, avec un autre étudiant portugais qui s'appelait Pedro Feitor Pinto, qui plus tard est devenu à l'Institut, et qui plus tard est devenu chef de cabinet de Caetano, Premier ministre, avec qui on a eu toutes sortes d'aventures pour le CICR, dans les visites de prison, mais ça serait trop long à raconter. Mais bref, Ladislas Miserovic était le seul, à mon avis, qui portait un esprit suffisamment critique. Et je me reproche une certaine complaisance aujourd'hui dans notre regard porté sur cette époque. Mais enfin, ça a été plein d'enseignements. Et puis l'autre grande aventure que nous a proposée Jacques Frémont, c'était sa passion pour le CICR, dont il est devenu membre du comité, je crois en 1959, il l'était déjà, puis plus tard vice-président, et il a joué un rôle clé, notamment pendant la guerre de 67, parce que à l'époque, le président Gonard était malade. Et au fond, Jacques Frémont avait pour pratique de confier des sujets de thèse, comme le mien, ou comme celui de Thierry Hench sur le Biafra, à certains de ses étudiants pour nourrir sa propre réflexion. Et je me souviens très bien d'un séminaire à Bellagio en 63, je pense, où il avait réuni toute une équipe de fidèles, je dirais, pour les interroger sur les questions de guerre, de paix, de révolution et indirectement ou directement du rôle du CICR. Et 10 ans plus tard, il a écrit un ouvrage, Guerre, Révolution, Croix-Rouge, qui, au fond, était l'explication du motif pour lequel il a quitté le CICR. Parce que c'était certainement le membre le plus influent et je dirais le plus instruit du comité à l'époque. Et il avait une vision personnelle de comment devait fonctionner le comité, l'Assemblée même, qui n'a pas passé dans une proposition qu'il a faite en 1971 et qui a provoqué son départ. Au fond, il voyait un CICR où le comité serait considérablement réduit à 5 personnes qui chacune serait responsable, avec un directeur en dessous, de certains secteurs du CICR. Ce peut-être été possible pour le petit CICR de l'époque, ça ne le serait plus du tout aujourd'hui. Mais il y avait toujours chez lui cette vision et cette recherche hyper centrée sur le terrain. Et chaque fois parce que avant de terminer ma thèse à l'Institut, j'ai fait de nombreuses missions pour le CICR. J'ai été en Inde, au Vietnam, chef de délégation en Syrie,
Et chaque fois, je revenais travailler sur ma thèse, parce que je finançais ma thèse comme ça, finalement, et ensuite chef de délégation en Israël. Et je l'ai terminé avant de partir en Amérique du Sud comme délégué régional. Je l'ai soutenu dans ce salon, d'ailleurs, où il y avait une grande et belle table. Et il était absolument passionné que je lui raconte comment ça s'était passé, quelles étaient les relations avec Diane, avec Golda Meir. Il voulait des détails sur leur attitude physique, leur réaction, etc. C'était au fond un intellectuel de terrain, vraiment. Et de ce point de vue-là, il a créé entre l'Institut et le CICR des liens très particuliers qui se sont poursuivis plus tard. Si vous voyez, par exemple, on a récemment reconnu, fêté, célébré Pierre Krenbuhl, qui est un tout grand directeur général du CICR. Ancien de l'Institut. Ancien de l'Institut. Et si vous regardez la liste des anciens de l'Institut au CICR, tout ça, c'est dû à cette fascination qu'avait Frémont, qui, au fond, s'efforçait de fournir au CICR des gens formés à l'Institut, c'est-à-dire qui avaient une certaine rigueur, mais en même temps un intérêt pour la chose internationale. Et de ce point de vue-là, le CICR doit beaucoup à l'Institut et en particulier à Frémont. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je veux quand même être relativement bref. Ce que je voulais encore rajouter dans ce témoignage, c'est quelque chose qui s'est passé à l'Institut, mais beaucoup plus tard que l'époque que j'ai vécue, qui est donc les années 63, 62, et ma thèse, c'est en 70, avant que je parte en Amérique latine. C'est ce qui s'est passé en 2006, sous la direction de Burin. Burin, à l'époque, j'avais terminé mon job comme chef du scoutisme mondial, enfin, secrétaire général de l'Organisation mondiale du mouvement scout. J'avais donc du temps et j'avais terminé en 2004, mais j'étais encore membre de l'Assemblée du CICR et de plusieurs autres fondations. Et Burin a constaté que ce qui s'appelle aujourd'hui les alumni, cette association se mourait. Je crois que quand il m'a demandé de reprendre la chose, il y avait 16 membres inscrits. Un des motifs pour lesquels il y avait 16 membres inscrits, c'est qu'il fallait payer une cotisation annuelle, qui était relativement modeste, mais 30 francs, je crois, mais que les anciens hésitaient à payer, semble-t-il. Donc 16 membres, un comité très divisé qui se battait, et qui se battait notamment sur la question de savoir dans quelle mesure il avait le droit, voire le devoir, d'intervenir dans la vie de l'Institut, de donner ses idées sur comment devait fonctionner l'Institut. Alors que des anciens, c'est pas ça leur rôle. Leur rôle, c'est d'accepter ce que devient l'Institut, et qui peut changer, et puis de le soutenir tel qu'il est. Et il m'a donc demandé d'organiser, avec l'aide de Michel Bard, qui est assez connu parmi les anciens, une sorte de coup d'État légal. On a créé une assemblée générale, on a convoqué les 16 membres encore cotisants, plus quelques autres, pour remplir la salle, ce qui est aujourd'hui la salle Frémont. Et avec l'accord du président du comité d'ailleurs, qui s'appelait Ven Sabev, on a changé le comité, mais surtout changé les statuts. On ne les a pas beaucoup changés,
Parce que sur la question de savoir si les anciens pouvaient ou devaient tenter d'influencer le devenir de l'Institut, il n'y avait pas grand-chose. En fait, c'était une tendance du comité ou de certains dans le comité d'alors, mais qui n'avait pas de base juridique. Non, mais on l'a changé sur 2 points absolument essentiels. Le premier, c'est qu'on a supprimé les cotisations. On est ancien de l'Institut parce qu'on a été à l'Institut au moins 6 mois. Full stop. C'est comme ça d'ailleurs que beaucoup de diplomates suisses, comme Cornelio Sommaruga, qui n'avait fait que 6 mois à l'Institut, sont devenus des anciens de l'Institut. C'était la règle. Il fallait avoir été 6 mois à l'Institut, sans cotisation aucune. Deuxième chose, on a créé les chapters. Et surtout, troisième chose, et là c'est Philippe Burin qui est entré en scène, il a créé un poste d'une personne responsable, professionnelle, de suivre les anciens. Parce qu'à l'époque, il y avait le comité des anciens, mais il n'y avait personne à la manœuvre, je dirais. Alors ce comité se réunissait tous les 6 mois, élucubrait, décidait, etc. Mais il nageait dans le vide. Mais là, il a créé un poste qui aujourd'hui est brillamment tenu par Karine Lebanvin, qui a mis tout son temps d'abord à rechercher les anciens. C'était un boulot incroyable. On n'avait pas leur adresse, on ne savait pas leur numéro de courriel, comment s'adresser à eux. Il a fallu louer des étudiants qui téléphonaient le soir aux gens en disant « Est-ce que vous avez été à l'Institut ? Ah oui, est-ce que on aimerait bien que vous soyez membre, etc. » C'est un travail de professionnel, si vous voulez. Et comme ça, on a commencé, et de 16, on a passé, je crois qu'on est 20 000 ou quelque chose comme ça, avec un site absolument remarquable, avec une vingtaine de chapters qui vacillent un peu selon ceux qui s'en occupent. C'est toujours la même chose. Hein. Il faut un chef de patrouille pour que la troupe vive. Mais qui est une réalité avec une réunion annuelle très successful et toutes les générations qui participent. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important et qui est indirectement le résultat, entre guillemets, de ma période à l'Institut, mais projeté avec intelligence par Philippe Burin, qui a su comprendre qu'une association d'anciens avait besoin d'un ou d'une professionnelle pour suivre la chose depuis la maison elle-même. Et c'est un grand succès dont je suis, je dois dire, très fier et reconnaissant aussi à Michel Bard, parce que ce substrat extérieur de l'Institut me semble constituer une sorte d'advocacy permanente pour l'institution. Ce qui me permet de conclure, parce qu'on arrive à 19 minutes. Jacques, je vous remercie infiniment. Je pense aussi que l'association des anciens soit une énorme valeur ajoutée pour l'Institut et fait vraiment partie de l'ADN de notre Institut. J'en fais partie moi aussi. Ouais, et donc, je comprends parfaitement bien ce que vous dites. Je vous remercie pour votre témoignage qui nous a éclairé sur des tas de choses très importantes, y compris ce lien entre l'Institut et le CICR, la legacy de Frémont, que beaucoup d'entre nous, les plus jeunes, ne connaissent pas forcément. C'est normal. Et cet épisode de 2006 qui marque la vie du nouvel Institut après 2006 et qui est si importante encore aujourd'hui et qui le sera en 2027 pour le centenaire. Parfait. Et c'est là que nous espérons vraiment de vous voir actifs et profiter au maximum des festivités qui seront organisées. Jacques, merci.